Bonjour, je suis Stéphanie Aubertin, psychologue spécialisée dans l'intelligence et les émotions. Je reçois principalement des personnes dites à haut potentiel intellectuel, mais pas que. Comme je n'envisage pas la clinique sans la recherche, je suis très pointilleuse sur tout ce qui s'échange autour des thématiques de l'intelligence et des émotions. Cette chaîne est née de la volonté de donner des ressources fiables pour vous aider à mieux vous connaître et ainsi combattre la désinformation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou. En tout cas, pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui s'y reconnaissent. J'ai nommé l'hypersensibilité. Pourquoi ce concept est-il remis en cause par certains psychologues? Parce qu'il est flou d'un point de vue scientifique et surtout, il englobe des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Pedro Sancho de la chaîne PsychoQuack va lui aussi faire une vidéo sur l'hypersensibilité. Je mettrai en description le lien dès que sa vidéo sortira. Quelques petites précautions oratoires avant de commencer. Mon but n'est pas de nier votre souffrance, loin de là, mais de vous donner des pistes pour avancer au plus juste de votre problématique et non de vous enfermer dans une étiquette. Au cours de cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de râler en commentaire ou sur les réseaux sociaux, de mettre des pouces vers le bas, je vous propose de ralentir, de la regarder en entier, de laisser passer quelques jours pour voir si finalement ce que je vous ai apporté ici n'avait pas un quelconque sens dans votre quotidien. Et ensuite, on pourra échanger sans souci. Allez, on y va. Bon, avant toute chose, il faut pouvoir définir l'hypersensibilité telle qu'elle a été définie par la personne qui la défend. Helen Aron, cette personne, définit l'hypersensibilité comme une plus grande sensibilité ou réactivité aux stimuli environnementaux et sociaux. Cette définition pose déjà plusieurs problèmes. La première est que la sensibilité et la réactivité sont deux choses différentes. Percevoir certains stimuli de faible intensité ne signifie pas qu'on y réagisse fortement. C'est comme si le thermostat de votre radiateur était capable de détecter un changement d'1 demi-degré, mais qu'il surréagissait en augmentant la température de 10 degrés. La sensibilité d'un instrument de mesure, comme peuvent l'être nos sens, concerne soit le seuil sensoriel qui permet de détecter le plus faible stimulus possible, soit la capacité à discriminer deux stimuli proches entre eux. D'ailleurs, pour les tests cognitifs comme les tests de QI, on parle de sensibilité si le test est capable de discriminer finement deux individus, notamment à des niveaux très faibles ou à des niveaux très élevés. Pour en revenir au sens, comme par exemple l'audition, on pourra mesurer une certaine sensibilité à des sons de très faible intensité, c'est-à-dire de petites fréquences. Et si notre tympan réagit fortement à des sons forts, ce n'est pas du tout la même chose et on parlera ici d'hyperacousie. Un autre problème qui émane de cette définition est qu'elle parle de stimuli environnementaux et sociaux, comme si ces stimuli étaient objectifs. D'abord, concernant les stimuli de l'environnement. On le sait depuis bien longtemps que nos sens nous trompent. Il y a, vous connaissez sans doute les illusions d'optique, il y a aussi les illusions acoustiques. Par exemple, voici un échiquier. À votre avis, quelle est la case la plus sombre entre A et B? Vous allez sûrement me dire A. Vos sens vous l'ont dit, c'est évident. Et pourtant, ces deux cases sont de couleurs identiques. Vous ne me croyez pas? Regardez la démonstration. Un autre exemple, cette danseuse tourne-t-elle vers la droite ou vers la gauche? Eh bien tiens, parfois ça change. Comment est-ce possible? Essayons sur une image fixe. Que voyez-vous exactement? Eh non, il ne s'agit pas d'un lac, je vous laisse réfléchir. Et sur ces images-là, que voyez-vous? Je vous mets quelques autres références en description. Allez voir également le hashtag une image sceptique par jour de Serge Brett-Morel. En fait, notre cerveau nous ment régulièrement. Il rattache systématiquement ce qui est perçu à ce qu'il connaît déjà. De cette manière, il catalogue rapidement l'environnement. Pour autant, ce n'est pas forcément la réalité objective. Ce défaut d'objectivité est d'autant plus flagrant sur les stimuli sociaux. Et d'ailleurs,
Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Que l'on sait percevoir et décoder les émotions d'autrui, ce qui est d'ailleurs deux choses différentes. Comprendre les sous-entendus d'une personne, comprendre les interactions dans une pièce, tout ceci, à part ce qui est de la perception pure, tout ceci relève de fonctions cognitives de haut niveau. C'est en lien avec le QI et aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ou en tout cas du moins en partie. Déjà, à ce niveau de définition très générale, on voit bien qu'il y a là une confusion dans pas mal de notions et surtout une croyance en une perception objective. Ensuite, Helen Aron affirme que l'hypersensibilité est un trait de tempérament. Un tempérament relève du biologique, avant que l'environnement ait eu un impact en donnant une personnalité. Comme on vient de le voir, la sensibilité est une capacité à discriminer des stimuli faibles et ou proches entre eux. En quoi une capacité fait-elle un tempérament? En fait, elle dit que cette sensibilité permet de réaliser un traitement plus approfondi des stimuli, d'être conscient des détails subtils de l'environnement et que cela aurait un impact sur la réactivité émotionnelle. Là encore, plusieurs notions sont mélangées et le lien de causalité n'est pas si automatique qu'elle le prétend. On peut avoir certaines hypothèses cliniques que l'on va ensuite tester, mais quand on donne plusieurs éléments comme ça qui découlent les uns des autres, il faut pouvoir l'expliquer par un mécanisme commun. Et ce n'est pas le cas ici, rien n'a vraiment été démontré. Par exemple, dans une recherche d'Helen Aron, elle a observé le fonctionnement cérébral lors de l'exécution d'une tâche particulière d'une dizaine de participants. La tâche consistait en la détection d'un changement entre deux images. Ces changements pouvaient être grossiers ou très légers. En plus de l'analyse des différentes aires cérébrales impliquées, la justesse et le temps de réponse étaient mesurés. L'échantillon n'était pas représenté par des personnes spécialement hypersensibles, mais il y avait tout type de sensibilité obtenue avec son questionnaire. Tout d'abord, une recherche comprenant une dizaine de sujets avec tout type de sensibilité mesurée par un questionnaire et un peu juste pour pouvoir généraliser. Ensuite, les résultats de cette recherche ont montré que les personnes qui étaient plus hautes sur l'échelle d'hypersensibilité étaient aussi bonnes que les autres pour trouver la différence entre deux images, mais qu'elles répondaient beaucoup plus lentement que les autres. En fait, dans les tests de QI, les tests neuropsychologiques, trouver une réponse plus lentement, c'est pas considéré comme quelque chose de positif. Mais pour elles, ça l'est, et ça signifie que ces personnes font une pause pour réfléchir. Dans une autre recherche avec un aussi petit échantillon, si ces personnes mettaient moins de temps pour un même résultat, ça signifiait complètement autre chose. Ici, ça signifiait qu'elles avaient besoin de moins de stimuli pour répondre, et donc ça prouvait leur sensibilité augmentée aux stimuli. Je résume, si on met plus de temps, ça prouve qu'on est hypersensible, et si on met moins de temps, ça prouve aussi qu'on est hypersensible. Faudrait savoir. Et puis, si les résultats vont dans son sens, ça confirme son hypothèse. Mais s'ils ne vont pas dans son sens et que les hypothèses ne sont pas confirmées, c'est par manque de puissance statistique due au petit échantillon. Là encore, il faudrait quand même savoir. C'est un peu comme Trump et les élections présidentielles. Si nous parlions un peu du questionnaire en question, alors oui, il a été validé plusieurs fois par des analyses factorielles. C'est-à-dire que les personnes ont tendance à répondre de la même manière à tous les items, signifiant qu'ils mesurent bien quelque chose. Mais je me demande ce qu'ils mesurent réellement. Au départ, Helen Aron a créé ce questionnaire à partir de phrases de patients reçus en consultation. Lorsque l'on regarde les items, il y en a qui traitent de la réaction à des stimuli sensoriels. Bon, ça, ok. Il y a aussi des items qui traitent des réactions à des stimuli internes, comme la prise de caféine ou la douleur. Il y a des items qui traitent du caractère consciencieux, du stress que l'on a quand on nous regarde travailler, lorsqu'on se sent débordé par plein de choses à faire. Les items en lien avec la caféine et avec le caractère consciencieux n'ont pas montré une bonne validité factorielle dans le questionnaire. Ça signifie que les gens avaient tendance à répondre différemment à ces items comparativement aux autres items. Dans certaines versions du questionnaire, de par le monde, ils ont pu être supprimés. Dans ce cas, on devrait laisser tomber l'idée du caractère consciencieux, de la sensibilité à tout type de stimuli. On devrait même laisser tomber une très grande partie de la théorie puisque le tempérament décrit se base complètement dessus. Mais non, ce n'est pas le cas. Helen Aron continue d'évoquer le caractère consciencieux avec cette pause pour réfléchir, qui est l'explication au temps de réponse plus long. Elle continue aussi à parler de sensibilité à l'environnement, à tout l'environnement comme s'il était indissociable. C'est en fait la base de sa théorie.
Ensuite, dans le questionnaire, il y a des items qui traitent de la sensibilité esthétique ou la sensibilité à l'art. Par exemple, je regarde et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. Helen Aron elle-même dit qu'il y a une forte désirabilité sociale dans ces items. La désirabilité sociale est la tendance à répondre d'une certaine manière pour donner une bonne image de soi à l'interlocuteur ou à se conformer tel qu'on l'on pense que l'autre personne souhaite. De plus, s'il y a un domaine de le monde qui n'est pas objectif, c'est bien l'appréciation de l'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art subtile ? Ce que moi je trouverais personnellement subtil ne le sera pas pour vous et inversement. Si cela nous touche, c'est parce qu'on y met un sens, même si ce sens est difficilement accessible à la conscience. Mais qui dit sens, dit aussi interprétation. Et oui, c'est bien là la plus grosse erreur de la théorie d'Helen Aron, l'oubli du rôle de la cognition, du sens que l'on donne aux choses. C'est comme s'il y avait un input, une entrée, c'est-à-dire les stimuli, et un output, une sortie, c'est-à-dire les réponses. Et qu'entre les deux, il n'y avait rien. C'est donc une non prise en compte de plusieurs décennies de recherche et de pratiques en psychologie. C'est même à se demander si elle n'est pas proche des théories de William James, pour qui c'était les sensations du corps qui donnaient l'émotion et non l'interprétation qu'on donnait d'une situation. Et cette théorie date d'il y a 130 ans. Blaskowitz, de son côté, a élaboré un modèle biopsychosocial du comportement. Il part d'un stimulus qui est pertinent pour la personne, stimulus qui a été soumis à une évaluation cognitive, même inconsciente, et pour ça je vous renvoie à ce propos à mes dernières vidéos sur les émotions. Ce stimulus, par l'intermédiaire de facteurs biologiques prédispositionnels, crée une certaine excitation physiologique. Cette excitation physiologique, toujours médiée par des facteurs biologiques prédispositionnels, va permettre l'interoception. L'interoception est la conscience de nos états corporels. L'attention joue ensuite un rôle de filtre et d'orientation, soit vers des ressentis intérieurs, soit vers des ressentis externes. La réponse émotionnelle arrivera alors à ce moment-là. On parlait de stimulus pertinent pour une personne. Ceci se fait par des processus d'évaluation. Il y a les processus primaires qui, grosso modo, correspondent au caractère plaisant ou déplaisant du stimulus. Ensuite, il y a les processus secondaires qui estiment si on a les ressources suffisantes pour surmonter la situation déplaisante. Si on estime avoir les ressources suffisantes, alors la situation sera perçue comme une situation de challenge. Et si les ressources sont perçues comme inférieures aux exigences de la situation, celle-ci est considérée comme une menace. De cette évaluation découlent des activations physiologiques complètement différentes et des émotions différentes. Dans le cas où la situation est considérée comme un challenge, il y aura un sentiment de fierté et l'estime de soi sera élevée. Parfois, cela peut aussi engendrer de la colère. En revanche, lorsque la situation est considérée comme une menace, il y aura un sentiment de honte, d'anxiété et une baisse d'estime de soi. Le retour à la normale physiologique sera très rapide dans le cas du challenge et très lent dans le cas de la menace. Et là, on voit bien que la réaction émotionnelle provient d'une évaluation cognitive de départ. Cette évaluation cognitive peut être ponctuelle ou récurrente et se transformer en schéma, induisant une certaine façon d'être au monde. Et il n'est pas question de sensibilité. Cela peut concerner tout le monde. Alors, je ne suis pas en train de nier non plus des tempéraments anxieux où la génétique joue un rôle important, ni les tempéraments extravertis. À ce sujet d'ailleurs, il existe beaucoup de théories plus anciennes que celles sur l'hypersensibilité qui en sont très proches. Helen Aron affirme même que ces théories peuvent recouvrir la théorie de l'hypersensibilité. Alors, pourquoi inventer une autre théorie? Dans ces théories, il est question de niveau d'excitabilité, d'augmenteur et de réducteur, de système nerveux fort et de système nerveux faible, de système d'inhibition et de système d'activation. Toutes ces théories ont obtenu certaines preuves de validité, mais pas toujours, et elles sont toujours débattues actuellement. C'est pour ça qu'on en est venu à des modèles beaucoup plus intégratifs qui prennent en compte la physiologie, le traitement de l'information et les cognitions. Gerald Miotius est un autre chercheur qui travaille entre autres sur les aspects de la personnalité. Il détaille 3 niveaux d'explication. Le premier niveau est le niveau biologique pur. Le deuxième relève de l'architecture cognitive en lien avec les ressources, la mémoire de travail, le traitement de l'information, l'attention. Le troisième niveau, le niveau des connaissances, des buts, des intentions, des représentations du monde. C'est au sein de ce dernier niveau que l'on met en place des stratégies d'adaptation à l'environnement.
Entrons maintenant un peu plus dans le détail dans ce que Helen Aron a complètement oublié et mis de côté. L'interprétation des choses, les pensées, les visions du monde, bref, la cognition. Comme ces personnes sont présentées comme ayant souvent une réactivité émotionnelle forte, cela fait penser au champ d'études sur l'intensité affective. Il existe un questionnaire qui mesure l'intensité mais aussi la fréquence des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Pour préparer cette vidéo, j'ai publié un questionnaire sur les réseaux sociaux comprenant le questionnaire d'hypersensibilité d'Helen Aron et le questionnaire d'intensité affective de Larsen. Je voulais voir si ces deux questionnaires étaient liés entre eux. Au moment où les statistiques ont été réalisées, il y avait 304 sujets. Les résultats ont montré que les deux questionnaires étaient fortement corrélés à 0,61, tout en étant quand même différents. Dans la vidéo précédente, je vais parler des personnes qui manifestaient de fortes émotions. J'avais évoqué le fait qu'elles avaient tendance à interpréter les situations émotionnelles comme étant très importantes, avec principalement deux biais cognitifs. Le premier est qu'elles avaient tendance à personnaliser les situations, même si celles-ci ne les concernaient pas. Par exemple, lorsqu'on leur montrait une image représentant une situation émotionnelle, elles pouvaient s'imaginer être dans la même situation, ou alors à une situation équivalente ou qui ressemblait quand elles étaient plus jeunes. Le deuxième biais est qu'elles généralisaient la situation émotionnelle dans l'espace et dans le temps, la rendant ainsi encore plus percutante. Par exemple, pour cette même image qui représentait une situation émotionnelle, elles avaient tendance à généraliser l'impact de cette situation au monde entier et à chaque moment. Ainsi, elles pouvaient en conclure que la nature humaine est atroce, que le monde est injuste, que rien ne changera jamais, que l'on est foutu. Il y avait éventuellement un troisième biais qui était l'abstraction sélective, où les personnes avaient tendance à se focaliser sur le détail émotionnel en faisant abstraction de tout le reste. On retrouve ces personnes-là principalement dans le milieu artistique qui demandent justement d'exacerber les émotions. Elles sont aussi beaucoup plus enclines à croire aux publicités qui utilisent les émotions, aussi bien des émotions positives que les publicités qui vantent le soulagement de quelque chose de négatif. Par contre, elles ne réagissent pas aux publicités plus factuelles. Je n'ai pas trouvé de recherches encore publiées dessus, mais il serait logique que ces personnes soient aussi plus enclines à adhérer aux discours de coach, de thérapeutes et de psy en tout genre, d'appartenir à des sectes, au mouvement de l'ésotérisme New Age, aux médecines alternatives, etc. Ce seraient des pistes de recherche intéressantes. Au niveau de la personnalité, les personnes ayant une forte intensité affective peuvent avoir deux types de profils en fonction de leur extraversion ou introversion. Dans les études sur l'hypersensibilité, ces personnes apparaissent souvent comme étant introverties, mais pas toujours, puisqu'Helen Aron affirme qu'il y a quand même 30% des hypersensibles qui sont en recherche de sensations et qui sont extravertis. Bon, toute petite parenthèse. Les personnes qui évitent les sensations car elles sont surstimulées et celles qui sont en recherche de sensations se trouvent à l'opposé de la théorie qu'Helen Aron défend et qui est en lien avec les autres théories de l'excitabilité dont on a déjà parlé. En fait, les personnes qui sont en recherche de sensations auraient, selon les théories, un niveau d'activation faible et chercheraient à se stimuler. Alors que les autres, celles qui ont des sens à fleur de peau, les hypersensibles donc, auraient au contraire une activation de base déjà élevée. Mis à part cette incohérence théorique, les personnes hypersensibles sont souvent décrites comme étant introverties, mais peuvent aussi apparemment être extraverties. Elles ont aussi très souvent ce qu'on appelle un névrosisme élevé. Le névrosisme est un trait de personnalité témoignant de l'instabilité émotionnelle. Dans ce trait, on y trouve l'anxiété, la dépression, la colère, l'impulsivité, la timidité sociale et la vulnérabilité au stress. Lorsqu'on croise l'introversion-extraversion et le névrosisme, on obtient alors ces profils issus du questionnaire le plus validé sur la personnalité, le NeoPi3. Sur l'axe vertical se trouve le névrosisme et sur l'axe horizontal, l'extraversion. Si vous êtes dans la moyenne sur ces deux axes, vous vous trouvez au centre de la cible. Si vous avez un névrosisme élevé, vous vous trouverez plus haut sur l'axe vertical. Si vous avez un névrosisme faible, donc assez stable émotionnellement, vous serez plus bas sur l'axe vertical. Si vous êtes extraverti, vous trouverez plus à droite de l'axe horizontal, alors que si vous êtes introverti, vous vous placerez à gauche. En croisant ces deux traits de personnalité, on peut alors avoir des profils plus fins au niveau des cadrans. Si vous avez un névrosisme élevé et que vous êtes extraverti, vous serez hyper émotif. Si vous avez un névrosisme élevé et que vous êtes introverti, vous serez plutôt pessimiste.
Si vous avez un névrosisme faible et que vous êtes extraverti, vous serez optimiste. Enfin, si vous avez un névrosisme faible et que vous êtes introverti, vous serez plutôt flegmatique. En vert se trouve le profil le plus fréquemment rencontré chez les personnes qui obtiennent de hauts scores au questionnaire d'hypersensibilité. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'hyperémotivité, en tout cas. Et en rouge, le profil le plus fréquemment rencontré chez les personnes qui obtiennent de hauts scores sur le questionnaire d'intensité affective. Sachant en même temps que certaines personnes peuvent se trouver dans l'autre cadran, on voit ici que si on résume ces personnes avec un seul terme, l'hypersensibilité, cela cache des profils très variés et donc des façons de travailler en thérapie très différentes. Autre résultat de la recherche sur l'intensité affective. Il n'y a pas de lien entre les différentes échelles d'intelligence émotionnelle. Et au niveau de la régulation émotionnelle, ces personnes avaient par contre beaucoup plus de difficultés à réguler leurs émotions. Par contre, elles n'avaient pas ces mêmes difficultés en ce qui concerne la régulation de soi au sens général. Pour réguler nos émotions, il faut d'abord les ressentir, cela va de soi. On appelle ça l'interoception. Les personnes qui avaient une forte intensité affective, ce qui correspond en partie aux personnes hypersensibles, puisqu'encore une fois, ces deux questionnaires corrèlent fortement, eh bien ces personnes avaient justement du mal à sentir leurs émotions. Une tâche souvent utilisée pour évaluer les capacités interoceptives est le dénombrement des battements de cœur. Les recherches ont montré que les personnes qui avaient une forte intensité émotionnelle étaient beaucoup moins bonnes pour compter correctement leurs propres battements de cœur. Une autre tâche utilisée est la mesure de la force du clignement de l'œil après un bruit fort. En fait, il existe un réflexe qui nous fait cligner de l'œil lorsqu'on est surpris, notamment après un bruit blanc fort. Ce clignement dépend également de ce qu'on était en train de faire. La force du clignement de l'œil, lorsqu'on est en train de résoudre une tâche neutre, sert de référence. Ensuite, les chercheurs regardent si la force de ce clignement varie en fonction de la valence du stimulus émotionnel. C'est-à-dire, si on présente une image plutôt à valence émotionnelle positive ou à valence émotionnelle négative, mais ça peut être aussi par le biais d'une induction d'humeur complètement différente. Eh bien, les recherches ont montré que les personnes à forte intensité affective présentaient une variation de clignement de l'œil moins importante lorsqu'un bruit fort était présenté pendant la visualisation d'images négatives. Ces résultats suggèrent que ces personnes sont moins facilement excitées par le bruit fort qui viennent les surprendre. Dans une autre recherche, on a mesuré la réponse cutanée galvanique et la fréquence cardiaque au repos en positionnant des personnes dans une pièce et sans stimuli. Les personnes qui présentaient une forte affectivité présentaient une réponse physiologique de repos plus basse que les personnes à faible intensité affective. Cela indique qu'elles étaient moins activées au repos. Pour les auteurs de cette recherche, ces résultats sont cohérents avec la théorie de la régulation de l'excitation dont on a déjà parlé rapidement tout à l'heure. Selon cette théorie, si une personne possède une activité physiologique de base faible, elle se sent sous-activée et va vouloir se stimuler. Pour cela, elle peut le faire à travers le comportement ou encore la stimulation sensorielle. Dans le comportement, cela peut être la socialisation ou encore la recherche de sensations. Typiquement, c'est ce qui est reporté pour les enfants et les adultes TDAH pour troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Les auteurs de l'étude que je viens de vous présenter ont fait l'hypothèse qu'il y avait une troisième source de stimulation en plus du comportement et de la stimulation sensorielle. Pour eux, on peut se stimuler, on peut s'activer par le biais de l'émotion. Autrement dit, les personnes qui ont une forte intensité affective donneraient plus d'importance aux stimuli émotionnels, comme on l'a vu tout à l'heure, avec certains biais comme la généralisation, pour se créer de fortes émotions parce que justement, elles ont du mal à ressentir les émotions plus légères et donc s'activeraient par ce biais. Alors, il est vrai que ces résultats n'ont pas toujours été reproduits, comme cela arrive souvent. Néanmoins, j'ai déjà observé de nombreuses fois en consultation que ces personnes avaient une très faible conscience émotionnelle et j'avais émis cette hypothèse avant même d'avoir lu ces recherches. On vient d'évoquer les limites et les mécanismes probables des comportements observés dans les livres sur l'hypersensibilité. Voyons maintenant les profils qui sont décrits dans ces livres pour voir si on peut interpréter ça d'une autre manière. Je suis partie d'un article publié dans psychologie.com à partir des écrits de Saverio Tomasella, mais ça pourrait être n'importe quel ouvrage. Selon Saverio Tomasella, il y a 4 grands profils d'hypersensibilité. Le premier concerne les délicats réservés. Voici un verbatim trouvé sur l'article en question. Karl, qui a 36 ans, dit «
Avec mon épouse, nous avons le même tempérament. Nous sommes aussi sauvages l'un que l'autre. Chacun respecte l'autre dans son besoin de se mettre en retrait. Loin d'être un problème, cela facilite notre vie commune. Nous nous comprenons sans avoir à nous expliquer. Nous n'aimons pas les réunions de famille ou les fêtes, nous préférons les moments en tête-à-tête ou les soirées en petit comité. Et bien là, je ne vois pas pourquoi il est nécessaire d'utiliser un concept comme le concept d'hypersensibilité pour définir ces personnes, puisque le trait de personnalité extraversion, mais plutôt ici introversion, suffit déjà. Il y a ensuite les fonceurs charismatiques. Madeleine, 52 ans, témoigne. Mon mari m'appelle le clown César. C'est dire si je prends de la place. J'aime régenter mon petit monde en faisant le pitre et en cherchant à faire rire mon public. Cela ne m'empêche pas d'être rapidement dépassé par mes émotions. Je peux passer du rire aux larmes en quelques secondes. Surtout dès que l'on ne s'intéresse plus à moi, j'ai un besoin continuel d'attention. Ici, typiquement, le profil fait penser à un profil de TDAH. Ce qui est avancé dans les théories sensorielles autour des TDAH, c'est qu'ils sont sous-stimulés et qu'ils ont besoin de bouger pour avoir un niveau d'activité suffisant. On est donc à l'opposé de l'hypersensibilité, où l'on dit qu'il y a une surstimulation. On peut également rapprocher ces profils des personnes à forte intensité affective. Ensuite, il y a les compatissants découragés. Betty, 40 ans, raconte: certains problèmes dans ma famille me perturbent énormément, même s'ils ne me concernent pas directement. Je me sens perdue dans ce genre de situation. Comment aider les autres sans avoir l'air d'interférer, en respectant chacun? Pour moi, un désaccord entre des membres proches d'une famille est quelque chose de grave. Il est si facile de rouvrir les blessures. Dans ces moments-là, je me sens accablée et confuse. En quoi ici il est question d'hypersensibilité dans le sens de seuil sensoriel bas à des stimuli? Ce type de problème est très courant en psychopathologie où la personne interprète une situation et rumine dessus. Selon moi, il y a un travail psychothérapeutique à faire qui n'a rien à voir avec une sensibilité au sens premier du terme. Je profite ici pour faire un point sur les différentes significations que l'on donne au terme sensibilité. S'il est question de sensibilité au niveau des sens, ce n'est pas la même chose que la sensibilité que l'on emploie dans le langage courant pour désigner une personne qui s'émeut facilement. Parfois, on l'entend dans le sens d'humanité, de valeur, mais ici le sens est encore complètement différent. Parce qu'à chaque fois il y a le terme sensibilité, il faudrait que cela représente la même chose. Le terme est en fait polysémique et utiliser des métaphores mettant tout ça dans le même panier, c'est quand même exagéré. Enfin, il y a les protecteurs. Le témoignage de Loïc, 33 ans. Je m'implique complètement dans mon travail éducateur. Je rentre tard le soir et je suis épuisée. J'y retourne une partie du week-end et lorsque les vacances arrivent, je suis mort de fatigue. Ma femme en souffre beaucoup. Je ne suis plus assez disponible pour elle. Je sais qu'elle a raison, mais je n'arrive pas à faire autrement. Le témoignage de Nadine. Je donne trop. À faire passer l'autre avant moi-même, à un moment donné, je manque de réciprocité et ça fait mal. Ici, clairement, il s'agit d'abnégation et ça, c'est un schéma inadapté. Il provient d'interprétations sur le monde qui guident le comportement. Classiquement, ces personnes n'osent pas dire non, de peur de ne pas être aimées par exemple, je dis bien par exemple. Et ça n'a rien à voir avec une question de sensibilité à l'environnement. On est là davantage dans la dernière définition de la sensibilité dans le sens de valeur. Mais le comportement est rigide puisqu'il est difficile pour ces personnes de faire autrement. Elles répondent à des règles qu'elles se sont elles-mêmes mises. Nous avons vu ici 4 profils étant décrits comme des profils d'hypersensibilité, mais au final, on est très loin de la définition de base sur un seuil sensoriel bas. Il n'y a à la rigueur que le premier profil qui pourrait ressembler à cette définition. Le deuxième concerne plutôt un TDAH. Le troisième est une personne anxieuse avec rumination, voire dépression. Et le quatrième parle de personnes dans l'abnégation, dont le comportement est dicté par leurs propres règles. Le danger, c'est que si l'on met tout ça sur un même vocable, on va rater la prise en charge. Je sais bien que cette étiquette a fait du bien à beaucoup de personnes, mais en fait, c'est uniquement parce qu'elle ne se rajoute plus d'autres émotions sur la première émotion. Dans certaines thérapies, on appelle ça des émotions secondaires. Si on ne culpabilise plus de ces émotions, forcément cela va soulager, car ça va enlever une grosse partie de ce qui fait souffrir. Mais on ne s'attaquera pas à la véritable problématique. L'autre danger est que ce concept est revendiqué comme étant un tempérament, donc inné. Ça ne peut pas se changer. Or, on voit en thérapie des changements radicaux de comportement et la personne n'est plus hypersensible. Ça laisse songeur quant au caractère inné de ce concept. Sur ce, je vous laisse pour cette fois-ci. N'oubliez pas les conseils donnés en tout début sur le fait de laisser poser les choses avant de surréagir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.